Il est difficile de croire que des récits sur les musiciens et leur vie décadente circulent parmi les fans depuis les débuts du rock'n'roll. Et la plupart du temps, ce ne sont rien de plus que des histoires. Mais de temps en temps, on tombe sur une rumeur folle concernant l'une des figures les plus célèbres de la musique, pour découvrir qu'elle est à 100% la vérité pure et simple. Aujourd'hui, dans Weird History, nous revenons sur des rumeurs folles sur des stars du rock qui étaient les vraies. Découvrons pourquoi sexe, drogue et rock'n'roll n'est pas qu'une simple expression. Dans son autobiographie, Glow, l'icône du R&B et producteur de la chanson Party All the Time d'Eddie Murphy, Rick James a confirmé une rumeur de longue date lorsqu'il a révélé qu'il était complètement défoncé lors de ses débuts à la télévision nationale en 1978 dans l'émission American Bandstand. James était si défoncé qu'il s'est mis à avoir le nez qui coulait pendant son interview avec Dick Clark. Il a écrit plus tard qu'il était certain que ses reniflements constants et le fait de s'essuyer le nez avaient rendu la situation complètement évidente non seulement pour Dick Clark, mais aussi pour les téléspectateurs à la maison. Heureusement, c'était la première et la dernière fois que quelqu'un était visiblement sous l'influence à la télévision. Ouais. Sur la chanson Rocket Queen du premier album classique de Guns N' Roses, Appetite for Destruction, on peut soi-disant entendre les doux sons du chanteur Axl Rose en plein ébat avec Adriana Smith, une danseuse exotique qui sortait avec le batteur Steve Adler à l'époque. Selon l'ingénieur Steve Thompson, c'est totalement vrai. Selon Steve Thompson, Rose voulait entendre des bruits d'amour sur la piste, alors il a fait venir Smith et ils ont couché ensemble dans le studio. Le duo a enregistré environ 30 minutes de ce que Rose appelait des bruits. Une partie de l'audio qu'ils ont enregistré a été incluse dans la version finale du morceau qui figure sur l'album. Smith a ensuite confié à Rolling Stone que son petit ami, coéquipier d'Axl Rose, ignorait le plan de Rose, ce qui a causé une grave rupture dans leur relation. On dirait que les ruptures sont fréquentes. Axl et son coéquipier, le coéquipier et sa petite amie, la petite amie et Axl, l'ingénieur du son qui a dû tout écouter. Ça fait beaucoup de ruptures. Avant de devenir tristement célèbre comme le meurtrier de masse le plus connu de l'histoire américaine, Charles Manson avait écrit et enregistré plusieurs chansons pour tenter une carrière de chanteur-compositeur. Selon l'histoire, il a fini par partager quelques chansons avec Dennis Wilson, le batteur des Beach Boys. Croyez-le ou non, c'est en fait vrai. Ils ont collaboré sur la chanson dans le studio de Wilson, où Manson a exigé qu'elle ne soit pas modifiée. Cependant, Wilson a fini par complètement remanier le morceau, en changeant certaines paroles, le titre et le style musical avant de l'inclure en tant que chanson sur la face B d'un album des Beach Boys. Manson était mécontent des changements et du fait que Wilson ne l'ait pas crédité comme auteur-compositeur. Leur relation a vite pris fin et Manson a poursuivi sa trajectoire, devenant un personnage secondaire dans un film de Quentin Tarantino. Saviez-vous que Michael Jackson a composé la musique de fond pour le jeu Mega Drive de 1993 Sonic the Hedgehog 3 ? Ce n'est pas qu'une rumeur entendue à la récré dans les années 90, c'est vrai. Dès le début des années 2000, les internautes avaient remarqué qu'un niveau de Sonic 3 comportait une mélodie assez similaire à celle de la chanson Jam de Michael Jackson, présente sur son album Dangerous. L'idée qu'il y avait un lien entre ces morceaux a alimenté des années de spéculations obsessionnelles au sein de la communauté des fans de Sonic. Brad Buxer, un ancien collaborateur de Michael Jackson, qui avait été son directeur musical, a finalement confirmé ces histoires lors d'une interview avec le magazine français Black and White. Lui et Jackson avaient collaboré sur certaines musiques qui étaient destinées à apparaître dans Sonic the Hedgehog 3, bien qu'aucune des musiques sur lesquelles ils ont travaillé n'ait finalement été intégrée au jeu final. Jackson n'aurait pas été satisfait du rendu de ses chansons après la compression massive et la simplification nécessaire pour les adapter à une cartouche de jeu vidéo 16 bits. De plus, Jackson a été publiquement accusé en 1994, juste avant la sortie prévue de Sonic 3 en magasin. Ce n'est pas vraiment le genre de publicité que l'on souhaite autour de son jeu Sega. La collaboration s'est terminée discrètement, mais l'influence de Jackson demeure audible dans la musique du jeu. L'une des anecdotes les plus célèbres du rock'n'roll est aussi l'une des moins comprises. Van Halen a demandé de façon mémorable des M&M's dans leur loge, dans leur contrat, mais ils ont précisé dans les petites lignes qu'ils voulaient que
que tous les bonbons marrons soient retirés. Cette histoire tristement célèbre illustre les excès des divas d'Hollywood, et même reprise dans le deuxième Wayne's World comme une blague sur la folie des rockstars. En réalité, une vraie raison expliquait la folie du groupe. Le contrat et la fiche technique de Van Halen incluaient aussi des consignes de sécurité strictes et des exigences pour la mise en scène et l'éclairage de leurs concerts. S'ils arrivaient et trouvaient des M&M's marrons dans leur loge, cela leur donnait un indice précoce que le personnel de la salle n'avait pas lu attentivement la fiche technique et qu'ils devraient inspecter soigneusement la scène et l'installation des lumières. En plus, tout le monde sait que les M&M verts sont les meilleurs, mais demander tout un bol de M&M's verts, là, ce serait vraiment des divas. En termes de dévouement quasi mécanique à produire beaucoup de musique rapidement, il est difficile de surpasser Van Morrison, qui a enregistré 30 chansons absurdes en une seule journée lors d'une session marathon destinée à remplir son contrat avec Bang Records. Morrison devait 36 chansons à ce jeune label, mais il s'en est vite lassé. En réalisant que rien dans son contrat ne l'obligeait à produire des chansons de qualité ou ayant une quelconque chance de se vendre, il a pondu ce qui allait devenir son recueil de chansons de revanche. Cette session d'enregistrement agressive comprenait des antitubes comme Voici venir l'idiot, Georges, Teigne et Tu veux une pâtisserie danoise, même si, pour être honnête, ce dernier sonne plutôt bien. Peut-être pas à écouter, mais plutôt à manger. Prince a été un témoin de Jéhovah pratiquant pendant des décennies avant son décès. Cependant, les récits du chanteur prêchant chez des inconnus semblent être de simples légendes urbaines d'Internet. Le Kid de Minneapolis a confirmé que ces histoires étaient vraies. Sa foi l'obligeait à faire du travail missionnaire, notamment du porte-à-porte. En 2008, Prince a confié au New Yorker. Parfois, les gens sont surpris, mais la plupart du temps, ils trouvent ça sympa. Pourtant, il semble que sa visite ne plaisait pas toujours. Une habitante de Minneapolis a raconté que l'excitation ressentie lorsque Prince a frappé à sa porte s'est vite transformée en irritation. Prince semblait ne pas accepter « Nous ne sommes pas intéressés ». Dans son autobiographie Life, Keith Richards, guitariste des Rolling Stones, confirme certaines rumeurs anciennes sur lui et sa vie personnelle. Plus précisément, il parle de passer de longues périodes sans dormir du tout. Oui, on peut un peu le deviner rien qu'en le regardant. Richards raconte qu'en 1978, il a enregistré la chanson Before They Make Me Run lors d'une session acharnée de 5 jours. Alors que les ingénieurs allaient dormir à tour de rôle, Richard est resté éveillé tout le temps. Il dit être resté éveillé 9 jours d'affilée avant de s'évanouir soudainement et de se réveiller dans une mare de sang. Cela paraît inquiétant, sauf pour Keith Richards, pour qui c'est un mercredi ordinaire. Afin de ne pas être en reste face à son camarade de groupe, Mick Jagger, leader des Rolling Stones, a également fait l'objet de nombreuses rumeurs rock durant sa vie. Peut-être la plus persistante concerne les affirmations de l'ex-femme de David Bowie, Angie, qui aurait trouvé les deux dieux du rock évanouis ensemble dans un lit un matin à Londres en 1973. Elle dit avoir frappé à la porte et crié « Bonjour, prêt pour le petit déjeuner, les garçons ?» mais précise qu'ils étaient en forte gueule de bois et n'ont pas eu la répartie qu'on aurait attendue. Le duo est ensuite apparu ensemble dans le clip de Dancing in the Street, dansant dans les rues en vêtements amples. C'est peut-être pour cela qu'ils étaient si fatigués. Le milieu des années 1970 a marqué la vie et la carrière de David Bowie, même s'il ne s'en souvenait pas toujours personnellement. Il a ensuite déclaré ne garder aucun souvenir de l'enregistrement de son album classique de 1975, Station to Station, qu'il a réalisé pendant une tempête de neige de 10 jours à Los Angeles. Cette phrase est une autre citation directe. Bowie était avant tout un parolier talentueux. Cette liste de folies de stars du rock ne serait pas complète sans le roi des rumeurs du rock'n'roll lui-même, Ozzy Osbourne. L'histoire d'Ozzy mordant la tête d'une chauve-souris sur scène est presque devenue une légende, même si cela s'est bel et bien produit le 20 janvier 1982 lors d'un concert à Des Moines, dans l'Iowa. Un fan a lancé l'animal sur scène et Ozzy a réagi de la seule manière qu'il connaissait, de façon extrême et sans trop réfléchir. Selon son autobiographie I Am Ozzy, Ozzy pensait que la chauve-souris était en caoutchouc, car les fans lançaient de souvent des animaux en caoutchouc sur scène pendant leur concert.
La plupart des versions disent que la chauve-souris était vivante, mais le fan ayant lancé l'animal affirme qu'elle était morte et en décomposition avant qu'Ozzy ne la morde. Je ne sais pas si cela améliore ou aggrave les choses. Plus fou encore, ce n'était même pas la seule créature qu'Osbourne ait sacrifiée à son art macabre. Lors de sa première rencontre avec les dirigeants de Columbia Records en 1981, il aurait apporté 2 colombes vivantes et mangé leur tête devant eux lorsque la réunion a mal tourné. Incroyablement, ce n'est pas la fin des mésaventures d'Ozzy en matière d'ingestion d'animaux. Selon à la fois l'autobiographie d'Ozzy, I Am Ozzy, et le classique de Motley Crue, The Dirt, lors d'une tournée commune mémorable en 1984, le bassiste Nicky Sixx et Ozzy ont sniffé des lignes de fourmis dans leurs narines dans le cadre d'une série de défis de plus en plus fous. Ces fourmis ont sûrement eu une sacrée histoire à raconter un instant. Même après leur disparition, les musiciens les plus célèbres et influents continuent de fasciner, d'inspirer et même de dérouter les fans du monde entier. Le rappeur Tupac Shakur est devenu une figure légendaire après sa mort en 1996 lors d'une fusillade en voiture à Las Vegas. Des rumeurs ont persisté pendant des années selon lesquelles Tupac serait toujours secrètement en vie et enregistrerait des chansons sous un pseudonyme. Cependant, des membres du groupe The Outlaws ont ensuite déclaré que Tupac était bien mort et qu'ils avaient même mélangé ses cendres pour les fumer. Les membres du groupe ont expliqué s'être inspirés d'une chanson du rappeur Black Jesus, où il dit « Dernier souhait, fumer mes cendres ». Ces paroles sont explicites. Tupac était très littéral. En 1973, l'ancien membre des Byrds et des Flying Burrito Brothers, le chanteur, auteur-compositeur et guitariste Gram Parsons, est décédé après avoir fait une overdose d'alcool à Joshua Tree, en Californie. Mais ce n'était pas la fin de son voyage sur Terre. La famille Parsons voulait rapatrier le corps de Gram en Louisiane, mais son ami et producteur Phil Kaufman a volé son cadavre à l'aéroport de Los Angeles avec un corbillard emprunté. Avant de mourir, Gram Parsons voulait que ses cendres soient dispersées à Cap Rock, dans le parc de Joshua Tree, et Phil Kaufman tenait à respecter ce vœu. Phil Kaufman a aspergé le cercueil de Gram Parsons d'essence et y a mis le feu. Cependant, la crémation improvisée n'a pas fonctionné et le corps de Gram Parsons a été récupéré puis transporté en Louisiane pour être inhumé au cimetière Garden of Memories à Metairie. Incroyablement, Phil Kaufman n'avait enfreint aucune loi sauf le vol du cercueil et il a finalement reçu une amende de 750 $ pour l'incident. Un petit prix à payer pour une place dans l'histoire du rock'n'roll. La mort soudaine et prématurée d'une icône de la musique crée un sentiment de perte bien particulier. En plus du chagrin, il y a le sentiment d'un potentiel gâché, de curiosité sur les œuvres qu'ils ont pu laisser derrière eux, et bien sûr, un désir ardent de savoir ce qu'ils ont mangé pour leur dernier repas. Alors, aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil au dernier repas de 10 légendes de la musique. Frank Sinatra était l'un des chanteurs les plus populaires de l'histoire américaine, avec des succès comme My Way, Strangers in the Night, New York, New York et des dizaines d'autres. Connu sous le nom de Chairman of the Board et de Old Blue Eyes, Frank est devenu légendaire en tant que chef d'un groupe de chanteurs populaires surnommé le Rat Pack. Considérez-les comme un groupe qui buvait, fumait beaucoup et jouait parfois de la musique. Le sommet de sa carrière a duré 3 décennies, des années 1940 aux années 1960, période pendant laquelle il a vendu plus de 150 millions de disques et réussi à sortir une série de films. À l'âge avancé, Sinatra se levait tard, sortant souvent du lit en début d'après-midi. Il mangeait beaucoup de croque-monsieur tout en profitant du confort de sa maison à Palm Springs, et ce plat préféré a fini par être son dernier repas. Le 14 mai 1998, le chanteur a suivi sa routine quotidienne et a mangé un croque-monsieur, même s'il ne l'a pas terminé. Sinatra, dont la santé déclinait, a eu une crise cardiaque plus tard dans la journée et est décédé au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles. Helen Naomi Cohen est née le 19 septembre 1941, mais le monde l'a connue sous le nom de Cass Elliot ou Mama Cass. Elle est devenue célèbre avec le groupe folk rock The Mamas and the Papas, enregistrant des succès comme California Dreamin', Monday et Words of Love, avant de poursuivre une carrière solo couronnée de succès. Selon une légende urbaine populaire et un certain homme de mystère international, Mama Cass serait morte étouffée par un sandwich au jambon. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est réellement passé.
En réalité, il y avait un sandwich au jambon dans la pièce lorsque son corps a été découvert le 29 juillet 1974 à Londres, mais ce n'est pas ce sandwich qui l'a tué. Elliot souffrait de problèmes de poids, alternant jeûnes extrêmes et crises de boulimie. Les dégâts causés à son corps étaient aggravés par l'abus de drogue et d'alcool, même si aucune drogue n'a été retrouvée dans son organisme. Mais son manager, Alan Carr, ne le savait pas à l'époque. Il voulait absolument stopper toute rumeur sur une overdose d'Elliot. Mais comment l'histoire du sandwich au jambon a-t-elle démarré ? Eh bien, pour expliquer la mort prématurée d'Elliot, Carr a dit à la journaliste Sue Cameron qu'un sandwich au jambon à moitié mangé avait été retrouvé sur la table de nuit d'Elliot, et il a supplié Cameron de rapporter que la chanteuse s'était étouffée avec son dernier repas. Cameron a accepté, la rumeur a perduré. Selon le coroner, la mort d'Elliot est due à une crise cardiaque. Son camarade de groupe, Papa John Phillips, l'a dit succinctement dans son autobiographie. Son cœur avait simplement lâché après 33 ans et c'était un cœur vraiment immense. Surnommée La Voix, Whitney Houston est l'une des artistes ayant vendu le plus de disques de tous les temps. Parmi ses succès figuraient I'm Every Woman, I Will Always Love You, The Greatest Love of All et bien d'autres qu'il faudrait tout l'épisode pour citer. Sérieusement, elle avait assez de disques de platine et d'or pour tapisser un appartement de bonne taille. Mais en coulisses, Houston menait une vie tumultueuse. Elle a fait sa dernière apparition publique le 9 février 2012 lorsqu'elle a rejoint la chanteuse de R&B et de gospel Kelly Price lors d'un spectacle à Hollywood pour chanter Jésus même. Elle est décédée 2 jours plus tard, le 11 février 2012. Plus tôt dans la journée, Houston a commandé dans sa suite du Beverly Hilton Hotel un repas au service d'étage avec hamburgers, frites, sandwichs à la dinde, champagne et bière. Ce repas serait le dernier de la célèbre chanteuse. Elvis Presley est l'un des musiciens les plus influents de l'histoire du monde et a essentiellement créé le modèle de l'excès chez les rockstars. Connu comme le roi du rock'n'roll, Elvis a commencé sa carrière en 1954 et a ensuite enregistré une multitude de succès dont Can't Help, Falling in Love, Hound Dog, Jailhouse Rock et bien d'autres encore. Il a aussi joué dans près de 50 films, la plupart étant... Correct ? Oui, disons qu'ils sont corrects. Presley a passé la journée du 15 août 1977 avec sa fille Lisa Marie dans sa maison de Graceland, au Tennessee. Le chanteur a dîné de spaghettis et boulettes de viande, l'un de ses plats préférés. Ensuite, Presley est resté éveillé toute la nuit et aurait mangé 4 boules de glace et 6 cookies aux pépites de chocolat vers 4 heures du matin, qu'il a poursuivi avec une partie de racquetball comme tout le monde. À ce stade, Elvis voyait la plupart de ses repas comme une fête d'anniversaire pour un enfant de 9 ans. En somme, c'était un excellent dernier repas pour le roi. Tragiquement, la petite amie du chanteur, Ginger Alden, l'a trouvé inconscient sur le sol de la salle de bain dans l'après-midi du 16 août 1977. Elvis avait quitté la scène pour la dernière fois. Né le 9 octobre 1940, John Lennon s'est associé à Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr pour former sans doute le groupe le plus populaire et influent de l'histoire de la musique, les Beatles. Ils ont eu une énorme influence sur les Monkees. Auteur-compositeur prolifique à l'origine de succès comme Come Together, Imagine et tant d'autres, l'œuvre de Lennon est presque inégalée dans l'histoire de la musique rock. Lennon a été mortellement abattu à New York le 8 décembre 1980. Dans les heures précédant sa mort, Lennon s'est arrêté au Stage Deli pour déjeuner, où il a commandé un sandwich au corned beef et du thé chaud. Ce sera le dernier repas de l'ancien Beatle. Après avoir mangé, il est allé au studio et a travaillé avec Yoko Ono sur Walking on Thin Ice. Alors que Lennon et Ono terminaient, Ono proposa d'aller dîner. Mais Lennon, rassasié par le sandwich au corned beef, préféra rentrer pour border leur fils Sean. La suite, comme on dit, appartient à l'histoire. Le Rock and Roll Hall of Fame a décrit Jimi Hendrix comme étant sans doute le plus grand instrumentiste de l'histoire de la musique rock. Et ils sont bien placés pour le savoir. Connu pour des titres comme Purple Haze, The Wind Cries Mary, Little Wing et Hey Joe, l'influence de Hendrix sur les générations de guitaristes empêchant leurs parents de dormir est tout simplement inestimable. Dans la nuit du 17 septembre 1970, la petite amie de Hendrix, Monica Danman, est venue chercher le guitariste à une fête à Londres. Vers 3h du matin, le 18, elle leur a fait des sandwichs à la salade de thon. Peu importe ce qui nourrit ces riffs savoureux à cette heure. 1 heure plus tard, Hendrix a dit «
ne pas pouvoir dormir et à demander un somnifère. Sa petite amie affirme ne lui avoir donné aucune drogue. Et quand elle s'est réveillée le lendemain matin, Hendrix semblait s'être endormi tout seul. Il ne s'est jamais réveillé. Dan Mann, incapable de le réveiller, a appelé une ambulance, mais il était trop tard. Il jouait déjà des riffs et mangeait des sandwichs dans la grande tour de Gay Céleste. Jim Morrison est devenu célèbre comme chanteur du groupe de rock psychédélique The Doors. Sa voix de baryton profonde a donné vie à des tubes comme Light My Fire, Break On Through et Riders on the Storm, pour n'en nommer que quelques-uns. Plusieurs théories existent sur la fin de vie de Morrison, mais selon sa compagne Pam Courson, il a passé sa dernière nuit avec elle à dîner et regarder un film à Paris. Ils se sont arrêtés manger un plat chinois dans un restaurant rue Saint-Antoine. Morrison aurait ouvert ses portes de la perception avec un plat aigre-doux, supposé être du poulet qu'il a accompagné de plusieurs bières. Mais que ce soit du porc, du bœuf ou de la volaille, cela s'est avéré être son dernier repas. Aux premières heures du 3 juillet 1971, Morrison est soudainement décédé à l'âge de 27 ans. En tant que chanteur, guitariste et principal auteur-compositeur de Nirvana, l'un des groupes les plus durables issus de la scène grunge de Seattle, au début des années 90, Kurt Cobain a écrit des morceaux comme Smells Like Teen Spirit, Come As You Are et Heart Shaped Box. Le groupe a redéfini la musique rock et a cimenté un héritage qui perdure encore aujourd'hui. Kurt Cobain aurait bu de la root beer en dernier après avoir pris son dernier repas connu au restaurant Cactus à Seattle. Kurt Cobain, accompagné de 2 amis, a commandé un dessert du menu, les bananas dulce. Ce dessert était composé de bananes poêlées mélangées à du sucre brun et du rhum, servi sur une glace à la noix de coco. Ça a l'air plutôt bon en fait. Come As You Are, doux dessert. Lors de leur sortie au Cactus, début avril 1994, Kurt Cobain et ses compagnons se sont installés dehors et ont discuté de l'idée d'aller voir un film. Voyons, avril 1994. Oui. Supposons qu'ils aient parlé d'aller voir Major League 2. Selon le propriétaire du restaurant, Brett Chitalis, la carte de crédit de Kurt Cobain a été refusée. Sa femme Courtney Love a annulé ses cartes après que Kurt Cobain a quitté la désintoxication. Kurt Cobain a payé par chèque. Même si c'était un peu du charabia, c'était lisible, donc Chitalis l'a accepté. C'était un peu comme ses paroles. Ce dessert fut le dernier repas connu de Kurt Cobain avant son suicide le 5 avril. Michael Hutchence est devenu célèbre en tant que chanteur et cofondateur du groupe de rock australien INXS. Le groupe a assuré sa place dans l'histoire du rock avec des chansons comme Need You Tonight, Devil Inside, Never Tear Us Apart et New Sensation, entre autres. Hutchence était en tournée à Sydney, en Australie, en novembre 1997. Il a passé la journée du 21 novembre à répéter et, selon les témoignages, il était de très bonne humeur. Son père et sa belle-mère devaient le rejoindre pour dîner ce soir-là. Ils sont allés dans un restaurant indien à Edgecliff, non loin de l'hôtel de Hutchence, le Ritz-Carlton. Hutchence a commandé des pommes de terre farcies à la chair de crabe, au piment, au gingembre et aux oignons. Des pommes de terre farcies au crabe épicé. Apparemment, Guy Fieri était le chef ce soir-là. Après le repas, Hutchence a bu plusieurs verres au bar de son hôtel avant de rejoindre sa chambre, où il s'est suicidé le 22 novembre. Connu comme le roi de la pop, Michael Jackson était sans conteste l'un des musiciens les plus célèbres, les plus couronnés de succès et les plus influents de toute l'histoire. Vraiment de toute l'histoire? Ou de son histoire si vous demandez à Michael. Après son passage avec les Jackson 5, Jackson a enregistré d'innombrables succès comme Beat It, Thriller, Billie Jean et bien d'autres encore. Jackson est décédé subitement le 25 juin 2009. Au moment de sa mort, le chef personnel de Jackson préparait le déjeuner du chanteur dans la cuisine, un repas traditionnel composé d'aliments sains comme de la poitrine de dinde et des légumes. Mais Jackson n'a jamais eu l'occasion de le manger. Son chef lui avait servi son dernier repas la veille au soir, du thon ail poêlé, une salade et un verre de jus de carotte et d'orange. Selon le chef, il a souri, a joint les mains pour une prière et a dit « Merci, que Dieu vous bénisse ». Peu de temps après avoir dégusté du thon ail, le roi de la pop a fait un moonwalk vers l'autre monde. On dit que les séparations sont difficiles et c'est aussi vrai pour vos rockstars préférés. Il y a quelque chose de particulièrement fascinant dans la séparation d'un groupe qui laisse ses fans aussi brisés, en colère et nostalgiques,
que les membres du groupe eux-mêmes, surtout lorsque ces séparations sont extrêmement chaotiques. Aujourd'hui, découvrons les séparations de groupes les plus chaotiques de l'histoire. C'est parti pour le rock'n'roll. L'Hôtel California était peut-être un endroit charmant, mais après que cet album de 1976 ait propulsé les Eagles vers la célébrité, les choses sont devenues vraiment pas charmantes du tout. Au lieu de cela, le groupe a eu du mal à faire face à la forte pression de la demande que l'industrie exerçait sur eux alors qu'ils travaillaient à créer un album suivant. Les membres du groupe Don Felder et Glenn Frey sont devenus irritables l'un envers l'autre, et leur colère a atteint un point de rupture sur scène lors d'une performance en soutien au sénateur américain Alan Cranston en 1980. Lorsque Cranston a salué le groupe en coulisses pour les remercier d'être venus, Felder aurait répondu « De rien, sénateur, je suppose ». Frey a estimé que Don Felder avait insulté le sénateur Cranston à voix basse et l'a donc confronté. Plus tard sur scène, Frey affirme que Felder l'a fixé pendant Best of My Love et lui a dit « Encore 3 chansons avant que je te botte le cul, mon pote ». On peut supposer que Frey a réagi en jouant immédiatement les 3 chansons les plus longues des Eagles. Frey croyait vraiment qu'il voulait s'entretuer, et c'est à ce moment-là qu'il a su qu'il devait partir. Contrairement à la politique de départ de l'Hôtel California, il a été autorisé à partir. Le groupe a finalement mis de côté ses différends et s'est réuni pour une tournée en 1993 judicieusement nommée Hell Freezes Over. Ils sont restés ensemble jusqu'au renvoi de Felder en 2001, ce qui a conduit le guitariste à porter plainte, finalement réglé à l'amiable. Le désordre demeure aujourd'hui. Fleetwood Mac s'est séparé maintes fois, que ce soit à cause de problèmes d'addiction, d'infidélité, de l'envie de mener des carrières en solo ou d'une décision de rejoindre une secte chrétienne. Pourtant, le groupe a toujours su raviver ses liens et créer une musique qui a conquis plusieurs générations de fans. En 1977, ils ont enregistré l'album qui allait les rendre les plus célèbres, Rumours. À cette époque, la plupart des membres du groupe traversaient des ruptures amoureuses. Les membres mariés du groupe, Christine et John McVie, ont commencé à enregistrer l'album alors qu'ils étaient au bord du divorce, et Christine a ouvertement entamé une relation avec le directeur de l'éclairage du groupe. Au même moment, les partenaires de longue date Stevie Nicks et Lindsey Buckingham ont rompu et écrit des chansons l'un sur l'autre sur l'album. C'est assez tordu. Mais puisque ces chansons sont des classiques comme Dreams et Go Your Own Way, on ne va pas s'en plaindre. Pendant ce temps, Mick Fleetwood découvre que sa femme le trompe avec un ami, ce qui le conduit à avoir une liaison avec Nicks. Vous suivez ? Peut-être qu'on aurait dû faire un schéma. Les membres de la formation Rumours se sont progressivement séparés pour des carrières solo, et régler des problèmes de dépendance, ce dernier point était assurément une bonne chose. Nicks et Buckingham, anciens partenaires en conflit, ont trouvé une trêve dans les années 90 et ont continué à se produire ensemble. Mais fidèle à la tradition, tout est parti en vrille, et Buckingham a poursuivi le groupe pour manquement à l'obligation fiduciaire et rupture de contrat verbal après que les autres membres l'ont renvoyé en 2018. On pourrait croire à un sujet sérieux, mais selon Rolling Stone, le conflit est né quand Buckingham a esquissé un sourire narquois durant un long discours de Nicks sur scène, poussant celle-ci à lancer un ultimatum « c'est lui ou moi ». Et il est vraiment difficile de dire non à Stevie Nicks, alors tu peux simplement « go your own way », Lindsey Buckingham. Fleetwood Mac n'a jamais officiellement annoncé la dissolution du groupe, mais la membre de longue date, Christine McVie, a déclaré à Rolling Stone en 2022 qu'ils s'étaient séparés après leur tournée de 2018. McVie est décédé soudainement cette année-là, rendant une tournée de retrouvailles impensable pour les membres restants. Tandis que la plupart des enfants jouaient dans la cour, les 2 passionnés de musique de 11 ans, Paul Simon et Art Garfunkel, rencontrés à leur école primaire du Queens à New York, travaillaient déjà leur numéro. Et, dans le cas de Garfunkel, il entretenait probablement déjà sa permanente. Donc, si vous êtes un musicien en difficulté qui n'a pas commencé à se laisser pousser les cheveux à 11 ans, désolé. Cependant, ce n'est pas parce que 2 personnes chantent bien ensemble qu'elles s'entendent en affaires. Le partenariat entre Simon et Garfunkel a commencé à se fissurer dès que leur premier disque a atteint la 49e place des classements. Lorsque le grand directeur de disques Sid Prosen a demandé s'ils avaient d'autres chansons pour en faire les singles suivants, Simon a enregistré et soumis des morceaux en solo au directeur sans en parler d'abord avec son partenaire. Ce geste a donné le ton à toute leur carrière en tant que duo. Garfunkel se souviendra plus tard. Paul a fait un disque sans me le dire. C'était mon meilleur ami et je croyais que l'amitié signifiait être franc et tout se dire.
Qu'il ait caché une surprise m'a donc choqué et blessé. Paul Simon, excellent pour faire de l'art, moins bon pour se faire des amis. Bien que le duo se soit séparé, ils ont finalement fait la paix et se sont réunis pour enregistrer certains de leurs morceaux les plus populaires, dont Cecilia, Bridge Over Troubled Water, I Am a Rock, America et The Only Living Boy in New York. Bien que les deux soient restés amicaux en public, la jalousie et le ressentiment ont détruit leur amitié en coulisses. Comme Garfunkel chantait la plupart des parties vocales, Simon était jaloux que son ami soit vu comme le leader et compositeur par leurs fans. Simon composant la plupart des chansons, Garfunkel enviait sa domination créative sur l'identité du groupe. Simon et Garfunkel, sans annoncer de séparation officielle, ont donné leurs 2 derniers concerts ensemble au Forest Hills Stadium dans le Queens en 1970. Selon Simon, le fait que Garfunkel ait donné la priorité à un rôle d'acteur dans le film Carnal Knowledge de 1971 a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Même réunis pour des performances ultérieures, d'anciennes tensions réapparaissaient à chaque fois. En 2016, Simon a semblé anéantir tout espoir de retrouvailles futures en déclarant « Honnêtement, on ne s'entend pas, donc ce n'est pas franchement amusant ». Et en 2018, Simon a annoncé sa retraite des tournées. Depuis, ce n'est plus que le son du silence entre ces deux-là. La formation classique de Guns N' Roses n'a été un groupe que pendant une période relativement courte, juste assez longtemps pour s'assurer qu'il y ait toujours quelqu'un en train de jouer le riff d'ouverture de Sweet Child O' Mine dans chaque magasin de guitare à travers l'Amérique, ou simplement en évoquant la scène de Frangin malgré eux. Mais alors qu'ils se faisaient un nom dans les années 1980 et au début des années 90, les tensions en coulisses entre le chanteur principal Axl Rose et le guitariste principal Slash s'intensifiaient, rendant la vie assez misérable pour tout le monde. Bienvenue dans la jungle, bébé. Rose, qui se considérait comme le leader du groupe parce que, évidemment, a demandé à obtenir le contrôle total du nom du groupe et critiquait régulièrement les actions des autres membres. Pendant que le chanteur se faisait connaître pour ses retards, Slash et les autres membres craignaient que leur manque de ponctualité nuise à la fréquentation des concerts et à l'approbation des fans. La querelle entre Rose et Slash a atteint son paroxysme en 1991 lorsque Slash a agi dans le dos de Rose pour enregistrer Morphine et Give It To Me avec Michael Jackson, un artiste dont vous avez peut-être entendu parler. Rose interdisait aux membres du groupe de collaborer avec d'autres artistes et, croyant aux accusations d'abus contre Jackson, refusait toute association avec lui. En plus de leurs autres problèmes, cette friction a causé la séparation du groupe et de nombreux changements jusqu'à ce que Slash et Rose se réconcilient et refassent équipe en 2016. En 2015, Zayn Malik, membre du groupe One Direction, a annoncé de façon surprenante qu'il quittait le boys band pour vivre comme un jeune homme de 20 ans normal. Ou du moins aussi normalement que possible pour un jeune homme de 20 ans déjà célèbre et riche. On doute donc qu'il soit revenu chez ses parents ou ait trouvé un emploi chez Panera. En réponse, les 4 membres restants, Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne et Louis Tomlinson, ont informé leurs fans qu'ils allaient prendre une pause dont ils avaient bien besoin. Ils avaient sans doute besoin de cette pause car le groupe ne s'est pas reformé. Chacun est devenu artiste solo, avec un succès variable. Malgré son insistance sur le fait qu'il voulait mener une vie loin des projecteurs, Malik a été le premier à signer un contrat en tant qu'artiste solo avec RCA Records, quelques mois après son départ. Alors que son premier album a été bien accueilli par les fans et les critiques, ses 2 albums suivants n'ont pas eu autant de succès. Louis Tomlinson a malheureusement perdu sa mère et sa sœur peu de temps après la pause de One Direction. Bien qu'il ait enregistré 2 albums, il reste relativement discret sur la scène musicale. Payne semble avoir fait une pause totale dans la musique, et le choriste Horan profite de son moment sous les projecteurs avec une carrière solo. Et Styles, vous savez, ce gars qu'on voit partout maintenant, a remporté un Grammy pour l'album de l'année en 2022. Même si les membres du groupe étaient réputés complices, des propos tenus après leur séparation, surtout après le départ de Malik, suggèrent qu'ils n'ont jamais été de grands amis. Il valait sans doute mieux qu'ils aillent à chacun de leur côté. Van Halen s'est séparé si souvent qu'ils étaient presque aussi connus pour cela que pour leur musique, surtout les écarts de Diamond Dave. Nous exagérons, mais le nombre officiel de séparation de Van Halen est de 3. Et selon feu le grand Eddie Van Halen lui-même, les membres ne s'entendaient jamais vraiment très bien dès le départ. La première séparation a eu lieu en 1984, lorsque le groupe était au sommet de son succès.
Les membres ont reproché à David Lee Roth de privilégier sa carrière solo et ses projets cinématographiques au détriment de Van Halen. Eddie Van Halen a déclaré à un journaliste qu'après être parti pour devenir star de cinéma, Dave avait demandé à Eddie d'écrire la bande originale de son film. Eddie a alors déclaré clairement « Je cherche un nouveau chanteur principal ». Le groupe a finalement remplacé Roth par Sammy Hagar, qui était surtout connu pour ne pas pouvoir conduire à 55. Bien que tout semblait bien après le remplacement de Roth, ils se disputaient encore en coulisses. La seconde séparation a eu lieu en 1996 après que les réalisateurs de Twister ont demandé au groupe d'ajouter une chanson à la bande originale. Hagar, d'abord réticent, a été convaincu de rejoindre le projet, mais les sessions d'enregistrement ont accentué les tensions avec les frères Van Halen. Malgré des rumeurs affirmant que cette querelle aurait poussé Hagar à partir, il a insisté sur le fait que les frères Van Halen l'avaient renvoyé. Après avoir brièvement retravaillé avec Roth et enregistré un seul album avec le chanteur Gary Sharon, le groupe s'est réuni avec Hagar pour une tournée en 2004. Les frères Van Halen voulaient surmonter leurs différends avec Hagar pour leurs fans. Mais Hagar et Eddie se sont disputés violemment en coulisses après qu'Eddie, ivre, ait eu un problème avec le nouveau tatouage Cabo Wabo Tequila de Hagar qui est sa propre marque. Il était peut-être vexé que ce ne soit pas un tatouage Van Halen. Bref, ils se sont à nouveau séparés. Mais malgré leurs différends, Hagar a dit que lui et Eddie ont réussi à arranger les choses avant le décès d'Eddie en 2020. Le rock'n'roll était attaqué au milieu des années 80, avec une musique plus théâtrale et provocante et MTV comme plateforme nationale, la jeunesse américaine en voulait davantage. Il était évident que la musique pop vivait une révolution qu'elle n'avait pas connue depuis qu'Elvis avait bougé ses hanches dans l'émission d'Ed Sullivan. Cela effrayait tellement les baby-boomers conservateurs de l'ère Reagan que des politiciens et leurs épouses, surtout les épouses, ont tenté de nettoyer l'industrie musicale. À ce moment, Dee Snider de Twisted Sister est intervenu, montrant au monde combien ces tentatives de censure étaient ridicules et anti-américaines. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le jour où Dee Snider de Twisted Sister a surpassé le Congrès américain. Le 19 septembre 1985, le Sénat des États-Unis a tenu une audience au cours de laquelle des représentants du Parent Music Resource Center, également connu sous le nom de PMRC, composé de sénateurs comme Paula Hawkins, Al Gore et d'autres, ont témoigné devant la Commission sénatoriale du commerce, de la science et des transports sur le sujet du contenu de certains enregistrements sonores et des suggestions visant à étiqueter les pochettes d'albums afin d'avertir les acheteurs potentiels de la présence de contenus sexuellement explicites ou d'autres éléments potentiellement offensants. Fin de citation. Leur problème ? Ils trouvaient la musique avec paroles explicites trop accessibles à leurs enfants. Et non, ils n'allaient plus le supporter. Ils souhaitaient que les maisons de disques classent leurs albums à l'image du système de notation MPAA pour les films. La communauté rock, musiciens et fans y voyaient de la censure et de la ségrégation, estimant leur condescendance et leur culot sans limite. Twisted Sister, ils n'allaient pas se laisser faire sans se battre. Je veux faire du rock. C'est alors que Dee Snider est intervenu. Non seulement il est devenu le visage poudré du rock'n'roll, mais aussi son sauveur, avec une grâce et une intelligence que personne n'attendait. Snider n'a pas demandé à devenir le porte-parole. Invité par le Sénat à ces audiences dignes d'un cirque pour censurer le rock, il pensait qu'il se ridiculiserait à cause de son apparence. Ils ont vu les cheveux, le maquillage et les vêtements, pensant que Snider, ce blond frisé, serait une cible facile. Mais quand Snider a pris la parole, le Sénat s'est rendu compte à quel point ils avaient sous-estimé le chanteur. La garde-robe de Dee, un look classique des années 80 avec un gilet en jean sans manches, un jean moulant, des bottes en peau de serpent, un peu de maquillage autour des yeux et bien sûr une grosse chevelure. Ce n'était pas un hasard. Dee avait tout planifié. Alors que John Denver et Frank Zappa se sont présentés devant la sous-commission du Sénat en costume et avaient l'air plutôt soignés, Snider a fait tout le contraire. Il est entré fièrement dans l'audience avec un gilet en jean usé, un t-shirt sans manches de Twisted Sister, une ceinture cloutée, des lunettes de soleil et une chevelure blonde bouclée et volumineuse. Il ressemblait à un mélange entre Sideshow Bob et Stevie Nicks en solo. Les trois musiciens ont prononcé des discours éloquents, mais compte tenu de son apparence, l'intervention soignée et méticuleuse de Snider a été une surprise,
prouvant que ni le PMRC ni le comité n'auraient dû s'attendre à un débat facile. Il a aussi précisé qu'il ne buvait, ne fumait ni ne prenait de drogue. Qu'a-t-il fait? Snyder a déclaré plus tard qu'il savait que son message aurait plus de poids s'il restait fidèle à son identité. Snyder ne voulait pas faire de compromis avec le Congrès. Il voulait qu'ils fassent l'effort et qu'il aille au-delà de leurs idées préconçues et dépassées. Lorsque Snyder parle de sa journée devant le Congrès, l'une de ses grandes victoires, selon Day, c'est quand il a réussi à provoquer une réaction du sénateur Al Gore. La pique est d'autant plus forte que Snyder a repris les mots de l'épouse du sénateur Gore. Lors de son témoignage devant le Sénat, Snyder a directement répondu à Tipper Gore, qui affirmait que la chanson Under the Blade de Twisted Sister évoquait le sadomasochisme et le bondage. La chanson, selon Snyder, a en réalité été écrite pour le guitariste du groupe, Eddie Ojeda, qui allait subir une opération pour l'ablation de polypes à la gorge. Tipper Gore soutenait toutefois que les paroles comportaient un message sexuel sous-jacent. Mains attachées, jambes sanglées, une lumière brille. Des lignes dans tes yeux, tu distingues à peine le tranchant d'un rasoir. Tu ouvres la bouche pour crier. Après avoir déconstruit le sens de la chanson à Al Gore, Snyder lui a dit « Mademoiselle ». Gore cherchait du sadomasochisme et du bondage et elle l'a trouvé. La pièce est devenue silencieuse pendant une seconde. Et tout ce qu'on pouvait entendre, c'était les clics des appareils photo des photojournalistes et un grondement de rire. Al Gore semblait lui aussi déstabilisé, répondant simplement puis passant à une autre série de questions. Snyder a ensuite confié au Huffington Post avoir apprécié la haine qu'il a vue dans les yeux d'Al Gore après avoir dit que Tipper Gore avait l'esprit mal tourné. Air Rock 1, le système 0. L'une des raisons pour lesquelles Dee Snider et Twisted Sister étaient si présents sur le radar du PMRC était leur clip de 1984 pour leur hymne adolescent plein d'angoisse, We're Not Gonna Take It. Étrangement, le PMRC n'avait pas autant de problèmes avec le contenu des paroles de la chanson qu'avec le contenu violent du clip. La violence est aussi sérieuse qu'un dessin animé de Bugs Bunny, mais moins drôle. Snyder partageait cet avis et a reconnu que c'était sa source d'inspiration. La vidéo de We're Not Gonna Take It était simplement censée être un dessin animé avec des acteurs humains jouant des variations sur le thème Bip Bip et Ville Coyote. Chaque cascade a été choisie dans ma vaste collection personnelle de dessins animés. Snyder a insinué que le PMRC avait confondu les paroles avec la vidéo en ce qui concerne l'intention de la chanson, en soulignant qu'aucune violence réelle n'était mentionnée. Des décennies plus tard, We're Not Going to Take It est devenu un hymne pour les politiciens républicains comme démocrates, les enseignants en grève pour des salaires équitables et des associations caritatives comme United Way. Encore un point pour le glam rock. Lors de ses remarques d'ouverture, Snyder a pu interpeller Tipper Gore sur l'un de ses mensonges qu'elle pensait renforcerait sa cause. Selon des rapports, quelques jours avant l'audience, Tipper a déclaré qu'elle avait été répugnée par un t-shirt de Twisted Sister qu'elle avait vu récemment. Snyder a mis en avant une déclaration de Tipper Gore disant « Vous regardez même les t-shirts que portent les enfants et vous voyez Twisted Sister et une femme menottée un peu écartelée. » Snyder a qualifié son accusation de pur mensonge, disant au comité que « Non seulement nous n'avons jamais vendu de t-shirts de ce genre, mais nous avons toujours pris grand soin d'éviter le sexisme dans nos produits dérivés, nos disques, nos spectacles et nos vies personnelles. Nous avons toujours soutenu que le rock'n'roll ne doit pas être sexiste, mais s'adresser à tous, hommes et femmes. » Il a défié Tipper Gore de présenter un tel t-shirt. Et lorsqu'on lui a de nouveau posé la question par le sénateur Al Gore, le député a précisé pour le compte-rendu que le mot t-shirt était au pluriel et que l'un d'eux faisait référence à Twisted Sister et l'autre à une femme menottée. Snyder est resté ferme, insistant sur le fait que Tipper faisait référence à Twisted Sister avant que le sénateur Gore ne change de sujet. Sémantique, encore une victoire pour le rock. À un moment donné, un membre du Congrès a critiqué Snyder sur ses compétences parentales et s'est demandé si le chanteur saurait quelle musique interdire à son fils mineur. Snyder a donné 3 options. D'abord, il regarderait la pochette. En tant que parent et fan de rock, je sais que si je vois une pochette d'album montrant une tête de chèvre coupée dans un pentagramme entre les jambes d'une femme, ce n'est pas un album pour mon fils.
Ensuite, il lirait la liste des chansons et les paroles. Si je lis un titre comme Ice Cream Castle ou si le gamin ne peut pas te faire jouir, je comprends que c'est une chanson à caractère sexuel explicite. En regardant simplement la pochette, en lisant les paroles, en regardant, je devrais dire, les titres, cela devrait couvrir à peu près tous les aspects. Enfin, il l'écouterait. Les quelques albums qui n'expriment pas leurs intentions sur la pochette ou dans les titres des chansons, je pense. Un parent pourrait l'écouter, le ramener chez lui, l'écouter, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de magasins qui leur refuseraient la possibilité de rendre l'album pour en prendre un autre. Réponse claire et concise du camp du rock, contrairement aux allégations fragiles du Congrès. Ce point va à Snyder. Snyder s'est déclaré chrétien devant le Congrès, ce que le comité a utilisé pour tenter de le discréditer. Le groupe de Snyder, Twisted Sister, avait un groupe de fans qui s'appelait SMF Friends of Twisted Sister. Le sénateur Gore a interrogé Snyder sur le groupe et la signification de l'acronyme SMF. Snyder a répondu que cela signifiait « Les putains de dingues de Friends of Twisted Sister ». Est-ce aussi un groupe chrétien ? Je ne crois pas que les grossièretés aient quoi que ce soit à voir avec le christianisme. Merci. Le sénateur Gore a poursuivi en disant que c'est simplement un choix intéressant parce que j'avais l'impression, d'après votre présentation, que vous étiez un artiste très sage. Et c'est un titre intéressant pour votre fan club. Alors, le temps a-t-il été clément envers Dee Snider et ses accusateurs? Voyons cela. Pour le PMRC, un album avec un avertissement parental sur la pochette signifiait souvent plus de ventes et de meilleures places dans les classements pour tous les groupes visés. Lors d'une interview sur MTV, Sébastien Bach, chanteur de Skid Row, a affirmé que le groupe espérait obtenir le célèbre autocollant PMRC grâce au contenu explicite de leur album devenu un insigne d'honneur. Dee Snider et sa femme sont ensemble depuis plus de 40 ans, mariés pendant la plupart de ces années, et ont 4 enfants qui ont chacun connu une carrière réussie et respectable dans l'industrie du divertissement. Pendant ce temps, Al et Tipper Gore se sont séparés après quelques rumeurs vagues concernant leur éloignement et des désaccords sur la notoriété hollywoodienne de l'ancien sénateur. Ils sont toujours mariés, un peu par inertie, mais fréquentent d'autres personnes. Quant à l'industrie du disque, qui a cédé si facilement face aux menaces dérisoires du PMRC et du Congrès, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les albums physiques sont désormais des curiosités à l'ère du téléchargement. Pourtant, les avertissements continuent d'orner les listes de morceaux et les albums en ligne. Des groupies, des nez cassés, des camisoles de force, du spandex, des batailles de nourriture, encore des groupies, un Steve Perry en larmes et de la neige colombienne. Beaucoup de neige colombienne. Ces accessoires pourraient ne décrire que la vie d'un homme. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques-unes des histoires tatou folles en coulisses du grand David Lee Roth. Maintenant, j'ai apporté mon crayon. Voilà quelque chose à regarder, mec. On sait que des groupes comme Mötley Crüe et Poison déléguaient à leurs roadies la gestion des groupies durant les concerts pour organiser les fêtes après le show. Mais rendons à César ce qui appartient à César, c'est Roth qui a eu l'idée en premier. Lors de la tournée du groupe en 1979, Roth a été le premier musicien à motiver son équipe technique en les récompensant avec de l'argent liquide pour avoir recruté des groupies. Roth appelait ça le programme de bonus de Diamond Dave, ce qui ressemble un peu à une promotion de carte de crédit. Voici comment ça fonctionnait. Avant chaque concert de Van Halen, chaque membre de l'équipe technique du groupe recevait 5 passes backstage à distribuer pendant chaque spectacle. Les roadies inscrivaient ensuite leurs initiales sur les passes et les distribuaient aux femmes qui faisaient l'affaire pendant le concert. Le roadie qui avait donné le pass backstage à la femme que Roth choisissait finalement pour passer la nuit après le concert recevait 100 $ et était invité au dîner précédant le prochain spectacle du groupe. Pour motiver l'équipe technique surmenée, Roth promettait que les femmes avec des passes backstage, sauf celles avec qui il couchait, étaient à disposition des roadies après le chargement du matériel. Le programme, très populaire, doublait l'efficacité de l'équipe et réduisait de moitié le temps de démontage en fin de soirée. L'activité avec les groupies a aussi poussé Roth à demander à ses avocats d'assurer son sexe pour $1 million. Oui, c'est vrai.
au sommet de sa carrière avec Van Halen, Roth a demandé à ses avocats s'il pouvait assurer son petit Dave de la même manière que Gene Simmons a assuré sa langue pour $1 million et que Dolly Parton a assuré ses partons pour $600 000. Lors d'une interview avec le Huffington Post en mars 2013, Roth a été interrogé sur la véracité de l'assurance de son petit Elvis pour $1 million auprès de Lloyd's de Londres, surnom donné à son membre en hommage à Elvis Presley. Je ne sais pas si Elvis apprécierait cela. Il y a une part de vérité dans cette rumeur. Inquiet ou inspiré par une action en paternité intentée contre Eddie Van Halen, qui a ensuite été rejeté, David Lee Roth aurait eu l'idée de souscrire une police d'assurance pour que la même chose ne puisse pas lui arriver. Malheureusement pour Dave, aucune compagnie n'a accepté de le couvrir. Même Lloyd's de Londres a finalement refusé de couvrir une telle police d'assurance. Le manager de tournée de Van Halen, Noel Monk, a jugé que ce serait une belle histoire pour la presse et a laissé fuiter dans la presse que Roth avait souscrit une assurance paternité d'1 million de dollars. Vrai ou non, nous ne le saurons sans doute jamais, mais comme l'a écrit Roth plus tard, qui suis-je pour contrarier une bonne rumeur ? Les frasques de David Lee en coulisses ne concernaient pas toujours les femmes et son petit Elvis, mais incluaient aussi des batailles de nourriture qui faisaient pleurer des adultes. En tournée en première partie de journée en 1978, Van Halen avait largement le temps après leur concert pour s'attirer des ennuis. La présence constante de groupies étant devenue lassante, les membres de Van Halen ont lancé une bataille de nourriture. Alors qu'Eddie Van Halen y a mis fin, Roth l'a clairement commencé et Steve Perry s'est retrouvé pris entre deux feux. Selon Monk, Roth a commencé la bataille en jetant un bol de cacahuètes sur Eddie. Eddie a riposté en lançant un énorme bol de guacamole sur Roth, mais le guitariste a raté sa cible et a recouvert Perry d'une délicieuse sauce à l'avocat. Perry s'est précipité dans la salle de bain de la loge pour pleurer. Voici comment Monk l'a expliqué dans son livre « J'ai trouvé Steve debout devant le lavabo ». Du sommet de sa somptueuse chevelure noire et soyeuse jusqu'au milieu de sa nouvelle veste en satin étincelante de journée, il était complètement couvert de guacamole. Et Steve, j'ai tenté de garder un ton doux sans montrer ma terreur dans ma voix. Ça va ? Steve s'est lentement retourné pour que je voie tous les dégâts. J'allais porter ça sur scène ce soir, m'a-t-il dit en tapotant la poitrine de sa veste, la lèvre inférieure tremblante. Les mots lui manquaient et j'ai cru un instant qu'il allait exploser, hurler, exiger qu'on paie les dégâts, qu'on quitte la tournée et qu'on affiche nos têtes sur des pics au prochain concert. Mais au lieu de cela, il s'est simplement mis à pleurer en poussant un petit gémissement doux et triste. Van Halen était déjà une force établie lorsque MTV a été lancé en 1981, donc il était logique que la nouvelle chaîne se rapproche du groupe. Professionnellement, le groupe et MTV s'entendaient à merveille. Certaines de ses premières vidéos de Van Halen, passaient à chaque heure, donc il est logique qu'ils soient aussi devenus proches en dehors du travail. Et s'il y avait bien quelqu'un de proche de Van Halen, c'était Mark Goodman, l'un des VJ fondateurs de MTV. Il est devenu un ami proche de Roth et s'est retrouvé dans pas mal d'ennuis aux côtés du chanteur. Comme l'a expliqué Goodman dans le livre de 2013 VJ, Les aventures débranchées de la première vague de MTV, Diamond Dave avait mis au point un système très organisé pour trouver des filles après les concerts. Lorsque Dave était en tournée, aussi bien avec Van Halen qu'en solo, il faisait peindre les barrières devant la scène de différentes couleurs du côté qui lui faisait face, rouge, bleu et vert, pour indiquer les différentes zones du public. Il repérait les jolies filles dans la foule et entre les chansons, il allait voir son assistant Eddie sur le côté de la scène et disait « Vert à droite, 14, rangée en arrière, 3 sièges vers l'intérieur ». L'assistant allait dans le public et collait un pass sur sa poitrine. Après le spectacle, 25 filles en loge pensaient toutes avoir été choisies pour passer la soirée avec Dave, mais plusieurs seulement l'étaient réellement. Les autres terminaient avec des membres du groupe ou, si besoin, l'équipe technique. On ignore si ce système était lié au programme de primes de Diamond Dave. Comme mentionné, Roth s'est très bien adapté à MTV, surtout avec les VJ, qui aimaient l'en faire la fête autant que le chanteur, comme Alan Hunter et Goodman déjà mentionnés. Au début des années 80, tout était excessif. Dans l'industrie musicale, si tu avais de l'argent, tu le dépensais ainsi. Par exemple, à un moment donné, entre 81 et 85, Hunter était à un festival de musique dans le New Jersey, où Van Halen était à l'affiche.
Tôt dans la journée, pendant le concert, Hunter est parti à la recherche de Goodman, qui était également présent. Allant de porte en porte parmi les loges en coulisses réservées aux artistes, Hunter est tombé sur Goodman en train de prendre des rails avec Roth. Voici ce dont Hunter se souvient. J'ai frappé à une porte, je l'ai ouverte et Mark était là avec David Lee Roth. Et entre, ferme la porte, je suis entré, ils étaient à une petite table, Dave avait une grosse fiole, ils m'ont invité. Rapidement, la loge était pleine. Personne ne s'asseyait avec nous car ils ne connaissaient pas David, mais nous oui. C'était comme si on était de la royauté. On était complètement nonchalants alors que 50 autres personnes nous regardaient. Des gens du monde de la télé, des attachés de presse, des gens qu'on ne connaissait pas, n'importe lequel d'entre eux aurait pu sortir et dire « Mec, on regarde 2 VJ assis là avec David Lee Roth ». C'est une histoire vraie légendaire, un événement qui a marqué le début de la fin de Van Halen. La séance photo de Women and Children First, 3e album du groupe, s'est tenue dans la vaste demeure de Roth à Pasadena. Van Halen était l'un des groupes de rock les plus en vue au monde, et Roth pensait que le groupe le plus en vue au monde méritait d'être photographié par le photographe le plus en vue au monde. En 1979, ce photographe était l'icône de la mode Helmut Newton. Roth a traqué Newton dans un hôtel de Beverly Hills et a proposé au photographe de le photographier pour la couverture du nouvel album de Van Halen. Il n'a été fait aucune mention du reste du groupe. On passe à Eddie et Alex Van Halen qui sortent dans le jardin luxuriant de Roth où le chanteur torse nu était attaché à une clôture avec des chaînes. Un directeur artistique de Warner Brothers a indiqué que les frères Van Halen étaient déconcertés car la séance photo avait déjà commencé. Quand on leur a annoncé que Roth serait seul photographié lors de cette séance solo, ils ont évidemment été furieux. Les photos de Newton n'ont jamais servi pour l'album Women and Children First. Warner Brothers a finalement fait appel au célèbre photographe de rock Norman Saif pour une nouvelle série de photos pour l'album. Les photos de Saif, emblématiques, ont retardé la séparation de Van Halen de 5 ou 6 ans. Petite parenthèse, seules 2 photos de Newton ont refait surface de ce jour de décembre. Une photo non retenue de Roth à genoux, attachée à une clôture. Un portrait d'Eddie destiné au dossier de presse de Van Halen en 1980. L'expression d'Eddie révélait tout ce qu'il a ressenti ce jour-là. Quelques jours après le début de la tournée Fair Warning de Van Halen, en 1981, le tour manager du groupe a reçu un appel affolé du road manager disant que Roth avait un peu perdu la tête. Que Roth devienne un peu fou n'avait rien de nouveau, mais cette fois, c'était différent. Le tour manager Noel Monk a raconté qu'on a dû mettre le chanteur principal en camisole de force car il ne se calmait pas. Ce genre de crise n'est pas rare chez les chanteurs de groupes de rock célèbres en tournée. Mais que l'équipe de tournée ait réellement une camisole de force adaptée sous la main montre à quel point Diamond David Lee Roth était fou. Alors qu'en penses-tu ? David Lee Roth est-il le chanteur le plus excentrique ayant dirigé un groupe ? Connu comme le roi de la pop, Michael Jackson était un musicien et un artiste d'une incroyable talent. Mais derrière ses excentricités et son mode de vie souvent controversé, Michael Jackson a aussi survécu à l'une des enfances les plus tragiques de l'histoire d'Hollywood. C'est pourquoi aujourd'hui, nous expliquons pourquoi l'enfance de Michael Jackson était pire que ce que vous imaginez. Maintenant, levons le voile sur l'une des histoires de célébrités les plus tristes jamais racontées. Formés à Gary, dans l'Indiana, en 1964, les Jackson 5 ont peut-être littéralement été le tout premier boys band de la musique américaine. Enjoués, précis et dotés d'une tessiture vocale bien supérieure à leur jeune âge, les Jackson étaient un phénomène qui dépassait les barrières culturelles. À l'origine composé des frères Jackie, Tito et Jermaine, le groupe s'est consolidé avec l'arrivée de Marlon et du jeune Michael Jackson. Et avec leur image saine, leurs paroles charmantes et leurs interprétations juvéniles des classiques, la famille a réussi à tromper toute une nation en lui faisant croire à un mensonge. Parce que même si les Jackson 5 semblaient vivre le rêve américain, la réalité relevait plutôt du cauchemar d'enfance. Avant d'être signés par Steeltown Records pour leur premier single, Big Boy, les Jackson 5 ont fait leur preuve dans l'industrie musicale comme tous les autres débutants. Les petites foules lors des scènes ouvertes étaient la norme, et même après avoir remporté le célèbre concours de l'Apollo, ils se retrouvaient encore à jouer dans des bars locaux et des clubs de striptease.
Mais après avoir assuré la première partie d'artistes célèbres comme Etta James et Bobby Taylor, le groupe a été signé chez Motown Records par le légendaire producteur Berry Gordy. Il semblait qu'ils avaient enfin réussi, mais des différends contractuels entre Steeltown et Motown ont retardé la sortie de leur premier disque, et les garçons ont été obligés de jouer dans davantage de soi-disant clubs de striptease à Gary et ailleurs pour joindre les deux bouts. Une fois le différend contractuel réglé, la situation s'est améliorée. Le premier album du groupe est sorti en 1969 sous le titre improbable Diana Ross Presents The Jackson 5. Cette stratégie marketing, suggérant que Diana Ross avait découvert le groupe, s'est avérée efficace. Le disque a connu un succès fulgurant et leur single de 1970, I Want You Back, est devenu le premier d'une série de tubes au succès fulgurant. En fait, les garçons sont devenus le premier groupe de Motown Records à débuter avec 4 numéros 1 consécutifs. Après cela, les Jackson 5 ont accédé au rang de géants de la musique. Mais en grandissant, il semblait de plus en plus évident que leur destin était scellé. 4 des 5 ont décidé de passer chez Epic Records, mais Jermaine est resté fidèle à Motown, obligeant le groupe original à changer de nom. Désormais simplement appelé les Jacksons, la famille a eu du mal à garder le rythme. Au fil du temps, Michael s'était lancé en solo pour plusieurs projets ponctuels, dont un single insolite pour un film d'horreur de 1972 intitulé Ben. Mais sa première véritable expérience de liberté est arrivée en 1979 lorsqu'il a sorti Off the Wall et est passé du statut d'ancien leader de boys band à celui de véritable sensation de la pop. Gérés par leur père Joseph Joe Jackson, les Jackson 5 avaient tout contre eux dès le départ. Né en 1929 dans l'Arkansas, Joe était un véritable produit de son environnement. Élevé par un père brutal et autoritaire, le jeune Joe a survécu à la Grande Dépression par la seule force de sa volonté. Néanmoins, il est finalement devenu un jeune boxeur prometteur et espérait se frayer un chemin vers la célébrité et une vie meilleure. Déjà marié à une autre femme lorsqu'il rencontra celle qui deviendrait la mère de ses célèbres enfants, Joe divorça de sa première épouse pour épouser Catherine, alors âgée de 17 ans et issue d'une famille de musiciens. Joe et Catherine chantaient et jouaient de la guitare ensemble. Finalement, Joe abandonna ses espoirs dans la boxe et devint grutier, mais la célébrité l'attirait toujours. Alors il forma un groupe de blues appelé les Falcons et visa un contrat d'enregistrement. Cependant, ce contrat ne s'est jamais concrétisé. Alors, à la place, Joe reporta tous ses espoirs et ses rêves sur sa famille grandissante. En même temps, il commença à répéter les schémas de violence qu'il avait lui-même subis enfant. En fait, la formation même du groupe était le résultat de la nature violente de Joe. Tout a commencé lorsque le jeune Tito a cassé une corde de la guitare de son père à l'âge de 10 ans. Joe a failli infliger une punition corporelle, mais heureusement, le jeu de Tito a plutôt encouragé son père à réunir ses fils pour former un groupe selon sa propre vision. Et bien qu'il ait toujours été froid avec ses enfants, la révélation qu'ils avaient du talent l'a rapidement transformé en une sorte de dictateur. Homme d'affaires avisé et père insensible, Joe dirigeait sa famille d'une main de fer. Selon Michael, son père était violent physiquement et psychologiquement pendant les répétitions, attendant patiemment, ceinture à la main, pour les punir de fautes mineures comme rater un temps ou manquer un pas. Il jouait même à d'étranges jeux psychologiques avec sa famille, les forçant à transporter des blocs de béton d'un bout à l'autre de la cour. Les répétitions des Jackson 5 duraient 5 heures chaque jour après que les garçons soient rentrés de l'école. Interdits de se faire des amis ou de traîner avec d'autres enfants à l'extérieur, les enfants Jackson sont devenus incroyablement isolés. Et peu importait à quel point ils devenaient bons, même lorsque leur talent a commencé à dépasser leur petit espace de répétition, Joe a continué à les maltraiter, les obligeant souvent à sortir chercher un bâton pour pouvoir les fouetter simplement parce qu'ils chantaient faux. Si vous craignez que Michael et ses frères et sœurs aient tout inventé, sachez que Joe lui-même a admis avoir régulièrement battu ses enfants, et Michael peut-être plus que tous les autres. C'est sans doute pourquoi ses frères trouvaient Joe simplement strict, alors que Michael le prenait plus à cœur. Et même s'il en est venu à croire que les abus de son père ont contribué à son succès, il détestera toujours les expériences éprouvantes de son enfance. Joe, en revanche, semblait prendre plaisir à maltraiter Michael. Peut-être le plus révélateur, le père de Michael a alimenté ses insécurités concernant son apparence en appelant son fils « gros nez ». Compte tenu des nombreuses chirurgies faciales subies plus tard par le roi de la pop, les conséquences de ces traumatismes d'enfance sont vraiment horrifiantes.
Selon Michael Jackson, son enfance a été incroyablement solitaire et cette absence de camaraderie l'a hanté. Ne trouvant aucun réconfort auprès de son père cruel, sa mère Catherine est alors devenue une étrange source de lumière pour lui. Nous disons étrange parce que Catherine Jackson était une témoin de Jéhovah dévouée, obsédée par un Armageddon imminent, étudiant les images violentes et étranges dans les magazines religieux de sa foi. Catherine imposait sa vision sombre et pessimiste à ses enfants. Tout aussi obsédée par la propreté, elle frottait aussi ses enfants avec de l'alcool à friction et leur enduisait le visage de vaseline pour qu'ils aient l'air beaux et brillants. Mêlant étrangeté New Age et superstition d'autrefois, Catherine envoyait même les enfants à l'école avec des pommes de terre chaudes dans les poches, pensant que cela les protégerait des maladies. Et même si cela peut sembler n'être que de la charlatanerie, la sœur de Michael, Latoya Jackson, qui soutenait son frère concernant ses récits sur la cruauté de Joe, a affirmé que leur mère était maltraitante sur le plan émotionnel. Comme de nombreux membres de la famille Jackson étaient germophobes, l'influence de leur mère semblait aussi sinistre que celle de leur père. Latoya pense également que leur mère a permis bon nombre des pires abus de leur père, affirmant que Joe l'a agressée sexuellement, elle et sa sœur, lorsqu'elles étaient enfants, et que Catherine était au courant de son comportement ignoble. Dans un cas particulier, la police a été appelée à cause des abus sexuels de leur père. Mais lorsque Catherine a dit aux agents qu'aucun acte criminel n'avait eu lieu, le signalement a été abandonné. Malgré tout cela, Michael a dédié son album phare de 1982 Thriller à Catherine et sa sœur Janet a dédié son album à succès de 1989 Rhythm Nation 1814 à elle aussi. Des histoires comme celle de Michael Jackson sont choquantes, mais malheureusement courantes. En fait, beaucoup des plus grandes stars de la musique pop ont connu des enfances extrêmement malheureuses. Nous n'allons pas vous raconter toutes les horreurs, mais un exemple bien connu est celui des Beach Boys. Murray Wilson, le patriarche de Dennis, Carl et Brian Wilson, auraient été physiquement, émotionnellement et verbalement violents. Voulant percer dans le show business, Murray a poussé ses fils jusqu'à les briser. Et plus récemment, Jamie Spears, le père de Britney, a été pointé du doigt comme un parent-manager autoritaire et manipulateur qui a eu une influence finalement désastreuse sur la carrière pourtant réussie de sa fille. Michael Jackson, cependant, est resté l'un des artistes musicaux les plus importants et les plus vendus de tous les temps. Adoptant un mode de vie dont beaucoup ne pouvaient que rêver, il est devenu l'une des célébrités les plus excentriques qui soient. Ayant trouvé la liberté après les abus qu'il avait subis, il a créé une version choquante de ce que l'on appelle, entre guillemets, une enfance parfaite, reprenant ce que son père lui avait volé, en créant des parcs à thème chez lui et, selon les rumeurs, en achetant presque tout ce qui l'intéressait. Néanmoins, même passé la quarantaine, Michael disait encore aux journalistes que la simple pensée de son père le rendait nauséeux. Marqué par le traumatisme de sa jeunesse, il a passé sa vie à s'éloigner de son père, reconnaissant rarement, voire jamais, l'existence de Joe. Peut-être en conséquence, il semblait aussi s'être éloigné de ses frères. Par exemple, il a retrouvé ses frères à contre-cœur pour une tournée de retrouvailles en 1984, puis a vite quitté le groupe avant leur départ pour l'Europe. Malgré l'obscurité autour de leur relation, Michael a fini par reconnaître les efforts de son père à sa manière. En créant une journée annuelle Joseph Jackson, où les habitants du ranch de Neverland célébraient le patriarche abusif. Ayant apparemment pardonné à son père avant sa propre mort, Michael pensait que la dure enfance de Joe pendant la Grande Dépression et les lois abominables Jim Crow de l'époque avaient influencé les compétences parentales de son père. Il voyait son père comme quelqu'un qui avait été endurci par une vie difficile, mais qui, au fond, voulait le meilleur pour ses enfants, car aux yeux de Joe, le succès était tout. Et pour lui comme, apparemment, pour son fils Michael, réussir justifiait finalement tous les moyens, aussi monstrueux soient-ils.